Salut tout le monde! Alors de nos jours, il est très facile de rencontrer des gens sur internet et de commencer une relation à partir d'une application de rencontre ou un site internet. Mais quelle est la pire chose qui peut se passer lorsqu'on fait ce genre de rencontre? Eh bien, c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui puisque je vais vous raconter l'histoire de Dirty John. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo s'annonce un petit peu plus longue que d'habitude, mais j'avais envie d'essayer un nouveau format où je retrace vraiment toute la suite des événements et je vous raconte tout dans les moindres détails. Du coup, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Mais assez parlé, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Voici l'histoire de Dirty John. Laissez-moi vous présenter Debra Newell. Debra est une très jolie femme, elle est très sophistiquée, elle aime les belles choses, elle a de très belles maisons, beaucoup d'argent, mais sa vie n'a pas toujours été comme ça. Elle a travaillé très dur pour en arriver là. Elle fonde son entreprise de design d'intérieur qu'elle appelle Ambrosia, qui va très bien marcher et qui va lui rapporter énormément d'argent. Et elle est au top, elle est super douée dans ce qu'elle fait, elle est capable de vendre n'importe quel design à n'importe quel client, elle est juste trop forte. Du point de vue professionnel, sa vie est un rêve, mais par contre, côté amour, c'est pas trop ça. Elle a 4 enfants, mais également 4 divorces, et c'est pas qu'elle en souffre, mais à son âge, elle aimerait quand même avoir un homme avec qui partager sa vie. Mais maintenant que je vous ai présenté Debra, laissez-moi aussi vous présenter John Meehan. John est né le 3 février 1958 en Californie et comme vous pouvez le voir sur ses photos, il est assez beau gosse, sportif, grand, il a du succès avec les femmes, mais au-delà de ça, c'est un gars très louche. Son éducation va jouer un énorme rôle dans tout ça, puisqu'alors que John est encore ado, c'est son propre père qui lui enseigne comment commettre des fraudes à l'assurance en se jetant devant des voitures en route. Père et fils vont former un super duo, puisqu'en fait leur spécialité c'est justement ça, les fraudes à l'assurance, et vont essayer de se remplir les poches ensemble en commettant des fraudes. Une autre de leurs petites stratégies était de mettre des bouts de verre cassés dans leurs plats alors qu'ils étaient en train de manger au restaurant par exemple, et puis porter plainte contre le restaurant pour les avoir mis en danger en leur servant de la nourriture avec des bouts de verre à l'intérieur. John va aller à l'université et c'est là qu'il va obtenir le nom de Dirty John, puisqu'en fait c'est un si bon manipulateur, charmeur, beau parleur qu'il arrive à obtenir toutes les femmes qu'il veut. On comprend déjà le type de mec, mais le fait est que il est pas moche et du coup il a beaucoup de succès avec les femmes. Il va se mettre en couple avec une fille qui s'appelle Tanya et leur relation va devenir assez sérieuse puisqu'ils vont se marier dans l'état de l'Ohio en 1990. À ce moment-là, Tanya a 25 ans et John en a 31, mais Tanya est convaincue qu'il en a 26. Du coup, on voit que ça commence super bien, le gars est déjà en train de mentir sur son âge. Quasiment aucun membre de sa famille est présent au mariage et Tanya justement se pose des questions, mais John dit qu'il a de très mauvais rapports avec sa famille, que ce sont tous des drogués et que c'est totalement normal et c'était prévisible qu'il ne soit pas présent. Tanya va même aider John à finir ses études d'infirmier et ensemble ils vont avoir 2 enfants. Mais il faut dire que la relation ne s'est jamais vraiment bien passée, c'était une relation toxique. Et après 10 ans de mariage, à la grande surprise de Tanya, c'est John qui va demander le divorce. Alors il est vrai que la relation ne se passait pas forcément très bien, mais Tanya est quand même très surprise de cette déclaration. Du coup, elle se pose des questions et décide de se mettre en contact avec la mère de John, Dolores, malgré le fait que John lui est interdit. Et Dolores va tout balancer à Tanya. Le fait qu'il ment sur son âge, quel est son vrai nom de naissance, mais aussi le fait que John a une grande addiction à des substances. Tanya pète un câble et décide de fouiller dans la maison pour voir s'il n'est pas en train de cacher des substances sous leur toit. Et elle ne va pas mettre longtemps à trouver sa cachette secrète. Elle trouve tout un stock de médicaments anesthésiques et même si il est vrai que John est infirmier, il n'avait aucune raison pour avoir ce stock chez lui dans son domicile. Du coup, Tanya décide d'appeler la police. En 2000, une enquête est lancée sur John et John va essayer de fuir l'État pour se réfugier dans le Michigan, mais la police va très vite le retrouver, il va être jugé et condamné à 6 ans de prison. Mais pour une raison que j'ignore, il va être relâché que 17 mois plus tard, en 2004. Donc maintenant, vous avez une idée de qui est John, cet incroyable manipulateur criminel. Et maintenant, on va faire un petit saut dans le temps, puisque c'est 10 ans plus tard
que les destins de Debra et John vont malheureusement se croiser. Debra, comme je vous disais, est toujours célibataire, elle en a marre et elle va décider d'aller sur un site de rencontre spécialement dédié aux plus de 50 ans pour tenter sa chance. Et elle va flasher sur le profil d'un bel homme, divorcé, célibataire, médecin, nommé John. Debra flash instantanément. En plus, sur son profil, il y a écrit que c'est un homme chrétien à la recherche de la femme de sa vie. Et les deux vont commencer à discuter. La conversation se passe à merveille et en octobre 2014, les deux vont décider de se rencontrer et vont aller au restaurant ensemble. Et là, John va sortir le grand jeu. Il la séduit, il est si intéressant avec toutes ces histoires incroyables, comme la fois où il allait en Irak avec Médecins sans frontières. Et Debra, elle est juste complètement sous le charme. Il dit qu'il a quelques enfants et aussi quelques maisons, mais pas quelques en fait, beaucoup de magnifiques maisons dans des quartiers très réputés, très classe. Et même si Debra n'a absolument pas besoin de ça, elle n'a pas besoin d'un homme qui la soutienne financièrement dans sa vie, mais ça fait toujours plaisir de savoir que la personne qu'on a en face de nous est aussi motivée et indépendante. Debra est charmée et John, il est à fond. Il lui dit qu'il a envie de rencontrer sa famille, que c'est la femme qui pourrait vraiment compléter sa vie. Il la traite comme une princesse. Après qu'ils aient fini de manger, Debra aurait envie que la soirée dure un petit peu plus longtemps. Du coup, elle décide de l'inviter dans son appartement. Les deux arrivent et je vous rappelle que là, Debra est en train d'amener John pas dans un appartement comme les autres. On parle d'un appartement comme on voit dans les séries américaines. C'est quelque chose d'absolument luxueux, magnifique. La température monte d'un cran et les deux commencent à devenir un petit peu plus intimes. Mais John, justement, devient un petit peu trop tactile pour Debra qui lui demande poliment de partir. Mais le lendemain, Debra est triste, se rend compte qu'au final, c'était un mec comme tous les autres et elle le vit assez mal. Mais John ne lâche pas. John lui envoie des messages, s'excuse pour la veille et dit qu'il aurait vraiment envie de la revoir. Et Debra, elle craque. Elle se dit « Ok, je vais lui laisser une deuxième chance ». Faut dire que Debra est extrêmement attirée par John et cela fait qu'elle ignore des détails assez louches, comme le fait que ce mec porte sa blouse d'hôpital absolument tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est tout le temps en blouse d'hôpital. Un jour, elle invite John à se rendre à un événement très formel avec elle. Alors Debra, elle est toute bien habillée avec sa robe Chanel et ses bijoux. Et là, John débarque en blouse d'hôpital. Et Debra lui demande pourquoi tu t'es pas un petit peu mieux habillée puisqu'on va quand même à un gala assez formel. Et John lui dit qu'il n'a pas eu le temps de se changer après le travail, mais qu'elle ne doit pas s'inquiéter puisque tout le monde va trouver ça super cool, qu'elle est avec un médecin et qu'elle devrait être fière de ça. Et Debra, amoureuse, dit « Ok, pourquoi pas ?» Et tout le monde trouve ça très bizarre, mais Debra est complètement aveuglée par l'amour. Après quelques semaines de relation, John va emménager chez Debra. Mais comme je vous disais, Debra a des enfants, dont sa fille Jacqueline, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense et qui ne prend pas du tout bien l'arrivée de John. Puisque Jacqueline remarque des choses bizarres chez John, comme le fait qu'il prend beaucoup de temps à bien regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Tous les objets de valeur, toutes les belles choses que Debra possède, eh bien, il s'attarde beaucoup sur ces choses. Debra, chez elle, a un dressing/coffre-fort où elle met tous ses sacs les plus coûteux, ses bijoux. Et John semble très intéressé par ce coffre-fort. Du coup, pourquoi? Puisque un homme, normalement, il en a rien à faire de sac à main et de bijoux, mais John s'y intéresse pas mal. Jacqueline va péter un câble et va clairement dire à sa mère « Tu le fous à la porte » car elle n'a absolument pas envie que cet homme vive avec elle. Debra est très confuse puisque d'un côté il y a sa fille, mais d'un autre côté il y a aussi l'homme qu'elle aime. Et c'est John qui va trouver la solution à cette situation puisqu'il va proposer de tout simplement déménager ensemble et aller vivre ailleurs tous les deux. Et alors que cela ne fait que 5 semaines que les deux sont ensemble, Debra va accepter de déménager avec lui et louer une magnifique maison à Newport Beach pour la modeste somme de 6 500 $ par mois. Mais comme je vous dis, Debra est assez triste puisque selon elle, elle a rencontré le prince charmant et ne comprend pas pourquoi sa fille Jacqueline est si hostile. Du coup, elle espère que ça se passera peut-être un peu mieux avec son autre fille Tara et ça tombe bien puisque Tara allait venir leur rendre visite depuis Las Vegas.
Mais cela ne va pas très bien se passer non plus avec Tara, puisque déjà Tara trouve que John est assez froid avec elle, mais en plus, Tara ne comprend pas pourquoi un docteur n'a pas de voiture, par exemple, ou puisqu'il dit avoir toutes ces maisons un peu partout dans les États-Unis, pourquoi n'a-t-il pas proposé d'aller vivre ensemble dans l'une d'entre elles, et aussi, comment c'est possible qu'un docteur passe sa journée à jouer aux jeux vidéo. Il est triste de constater que c'est sa mère qui achète et qui paye pour absolument tout, que John ne participe absolument jamais, et Tara est sceptique, et ça paraît assez logique. Tara va aller jusqu'à fouiller dans les affaires de John pour voir s'il n'est pas en train de cacher quelque chose, et elle va trouver un certificat d'infirmier. Du coup, elle va le confronter, elle va lui demander pourquoi tu te fais appeler docteur si en réalité tu es un infirmier. Mais John a une explication et dit que c'est parce qu'en fait il a un doctorat et c'est pour ça qu'il demande à être appelé docteur. Par contre, il va péter un câble par rapport au fait que Tara est fouillée dans ses affaires et cela va créer un énorme scandale familial auquel Debra ne prendra pas partie. Tara se sent assez outrée puisqu'elle se dit « Maman, est-ce que tu ne vas pas prendre ma défense par rapport à cet homme ?» Mais Debra est tellement amoureuse et tellement confuse qu'elle ne dit rien. Et John, de son côté, dit que si ses filles se comportent comme ça, c'est parce qu'elles ne l'aiment pas, elles ne veulent pas la voir heureuse et que tout ce qu'elles veulent, c'est l'héritage. Alors qu'on constate déjà que la relation ne semble pas très bien partie et qu'elle est déjà un petit peu toxique, John va proposer à Debra d'aller à Las Vegas. Et qu'est-ce qu'il va se passer à Las Vegas? Ils vont se marier. Oui, les mariages de Las Vegas, comme on a l'habitude de le voir dans les films. Alors, on ne sait pas si Debra avait bu et si elle était vraiment consciente de ce qu'elle était en train de faire à ce moment-là. Le fait est que ça a été quelque chose de méga spontané. Et justement, Debra n'arrive pas à l'annoncer à ses filles. Elle n'arrive pas à leur dire que ce n'est plus juste son copain, mais c'est devenu son mari. Et je vous rappelle qu'à ce stade, ça ne fait que 2 mois que les deux se connaissent. Pendant ce temps-là, Jacqueline est toujours aussi inquiète pour sa mère et elle décide de commencer un petit travail de détective pour aller voir vraiment qu'est-ce qu'est en train de cacher ce mec. Elle se rappelle l'avoir toujours vu avec des ongles et des mains sales. Et pour un médecin, cela n'est juste pas possible. Que tu sois infirmier ou médecin, on sait que les médecins font très attention à ça. L'hygiène des mains, c'est très important. Et elle se demande qu'est-ce que ce mec fait réellement quand il n'est pas à la maison. John conduit tout le temps la Tesla de Debra, il n'a pas de voiture et du coup Jacqueline va mettre un géolocalisateur dans la Tesla de sa mère. Elle constate qu'il est vrai que John se rend dans des hôpitaux et des cliniques et puisqu'il dit être infirmier, cela peut être assez logique, mais elle découvre aussi qu'il va dans des fast-foods, la poste et un entrepôt un peu bizarre, mais jusque-là, rien de très alarmant. Mais figurez-vous que quelques mois plus tard, c'est Debra elle-même qui va commencer à se poser quelques questions par rapport à son nouveau mari, puisque tout comme dans la relation qu'il a eue avec Tanya, John ne parlait de rien. Il ne parlait pas de sa famille, de son passé, et Debra trouve ça un petit peu bizarre, elle aimerait bien partager un petit peu plus de choses avec son nouveau mari. Et une autre chose que Debra ne comprend pas, c'est notamment le fait que quand John rentre du travail, il rentre avec des liasses de billets, ce qui est quand même pas très commun pour un docteur. Mais John a toujours une explication pour tout et lui dit que c'est de l'argent qui lui a été donné par des patients qui n'ont pas d'assurance et qui donc préfèrent payer en cash. Mais Debra, qui est quand même pas si stupide, décide un jour de regarder dans les caméras de surveillance de sa maison. Et elle voit John qui quitte la maison pour aller au boulot et puis, après 2 minutes, fait demi-tour, revient à la maison et repart se coucher. Mais encore une fois, John a une explication, il y a une raison à tout ça, c'est que le patient l'a appelé alors qu'il était dans la voiture et a annulé le rendez-vous. Maintenant, je vais vous parler du neveu de Debra qui s'appelle Chad. Chad et Debra sont très très proches puisque Chad a perdu sa mère, donc la sœur de Debra, quand il était jeune d'une façon absolument tragique et du coup Debra est devenue un petit peu comme une présence maternelle pour lui. Donc les deux sont très très proches et Chad est très protecteur envers Debra. Et un jour il parle avec John. Il parle avec John et le nom de Jacqueline est amené dans la conversation et John commence à dire des choses très très flippante. Il dit à Chad qu'il pourrait tuer Jacqueline les yeux fermés et que ce serait pas un problème pour lui. Et Chad, bien évidemment, est un petit peu déstabilisé. Se dit mais de quoi il est en train de parler ce gars? Et va reporter tout ça à Jacqueline et Tara qui vont lui dire de pas s'inquiéter puisque les deux sœurs avaient déjà embauché un détective privé pour fouiller dans le passé de John. Et ce détective va amener plein d'informations très croustillantes.
Déjà que le mec a des adresses absolument partout, dans l'état de l'Arizona, de l'Ohio, du Tennessee, de la Californie. Et en Californie, il a une adresse chez une femme qu'il dit avoir été dans une relation avec John et qu'un jour, il a complètement disparu. Et une de ces adresses est une prison en Californie. Chad va raconter tout ça à Debra et va lui dire qu'il a déjà perdu sa mère d'une façon si tragique et qu'il ne veut que rien puisse arriver à Debra. Et va même lui dire « Et si je te disais qu'au lieu d'être en Irak avec Médecins sans frontières, ton mari était en prison ?» Et Debra va lui dire « Même si c'était vrai, je m'en fiche parce que je l'aime. » Un jour, John va recevoir une lettre, mais c'est Debra qui prend le courrier ce jour-là, et du coup, elle décide comme ça, de façon un peu innocente, d'ouvrir la lettre et la lire à sa place. Et elle découvre que c'est la lettre d'un ami de prison de John. Mais John arrive dans la pièce, et avant qu'elle puisse lire la suite, il lui arrache la lettre des mains, du coup, Debra ne pourra pas savoir quel était le contenu de la lettre. Sauf que là, elle se rend compte que ce que dit Chad est vrai. Il y a effectivement un lien entre John et la prison, puisqu'il y a cette lettre d'un ami détenu. Et elle va enfin décider d'ouvrir un petit peu les yeux et faire quelques recherches elle-même. Et ce qu'elle va découvrir, c'est tout simplement horrifiant. Déjà, elle va trouver tous les détails par rapport à l'arrestation de John. Elle va voir que non seulement il a vraiment été en prison, mais en plus que c'est à cause de ça qu'il a perdu sa carrière complètement. Donc pour l'instant, il est ni docteur ni infirmier, il est rien du tout. Et en plus, et ça va vous donner des frissons, il existe un site qui s'appelle datingpsychos.com, donc sortir avec des psychopathes.com, où des femmes peuvent apporter leur témoignage et balancer les mecs avec qui elles ont été à ne surtout pas fréquenter, un petit peu pour avertir d'autres femmes. Et John imprimait les pages de ce forum le concernant. À chaque fois qu'une femme parlait de John Meehan, il imprimait ça sur papier et gardait des pages et des pages de témoignages le concernant comme s'il en était fier. Et les choses que les femmes écrivaient sur lui étaient tout simplement horrible. Il y a des femmes qui disent cet homme est un menteur pathologique, ne le laissez pas rentrer dans vos vies, il va vous détruire, il va vous ruiner. Elle trouve les détails concernant son arrestation pour possession de substances, de drogue, d'armes et aussi de seringues. Et le fait que lorsqu'il était en prison, il avait offert une somme de 10 000 $ à des détenus pour tuer 2 agents de police qui étaient en train d'enquêter sur lui et 5 témoins. Elle découvre qu'il a des ordonnances restrictives auprès de plein de femmes et que la dernière fois qu'il était sorti de prison, c'était le 8 octobre 2014, 2 jours avant qu'ils aillent au restaurant ensemble. Et elle découvre son surnom de Dirty John. Debra appelle tout de suite son thérapeute pour se calmer un petit peu parce qu'elle est limite en train de faire une petite crise de panique. Et ensuite, elle appelle son avocat qui lui dit de tout de suite rayer le nom de John de sa liste d'héritiers. Debra profite du fait que John n'est pas à la maison à ce moment-là pour regrouper quelques affaires et quitte la maison. Le détective que la famille avait embauché va conseiller à Debra de complètement changer de look, limite porter des perruques et vraiment laisser de côté toutes les robes de marque, essayer d'être le plus discrète possible et également de changer d'hôtel régulièrement pour que John ne puisse pas la trouver. Debra comprend enfin que John est fou et elle décide de l'appeler tout de suite pour lui dire qu'elle veut mettre totalement fin à leur relation. Mais John n'essaie même pas de la récupérer, n'essaie même pas de s'expliquer. Et cette fois, il est très agressif et dit que peu importe ce qu'elle décide, il arrivera dans tous les cas à obtenir au moins la moitié de sa fortune. Il lui dit même « Partage tes biens et tu ne me verras plus jamais, c'est ton choix ». Mais quelques jours passent et là, gros retournement de situation, John change complètement de stratégie et là, il va commencer à tout faire pour essayer de récupérer Debra. Et il va lui dire que s'il a menti, c'est parce que c'est un homme brisé, qu'il l'aimait tellement et qu'il savait très bien que Debra ne serait jamais tombée amoureux d'un homme comme lui et qu'avec elle, il peut changer et devenir un nouvel homme. Et malgré tout ce que Debra a pu découvrir sur lui, et ça va marcher et il va réussir à récupérer Debra et les deux vont recommencer à vivre ensemble. Alors je peux comprendre que l'attitude de Debra dans cette histoire peut être très très frustrante puisque nous on connaît la suite des événements donc on peut se permettre de juger, mais rappelez-vous que Debra dans tout ça c'est une victime et elle est sous l'emprise de cet homme qui est un manipulateur, un menteur et donc on ne peut pas comprendre ce qu'elle a dû vivre, ce qu'elle a dû ressentir à ce moment-là. Il faut qu'on se rappelle que Debra dans tout ça c'est une victime. Alors comme je vous disais, les deux vont recommencer à habiter ensemble, mais il faut dire que John n'a jamais réussi à vraiment réacquérir à 100% la confiance de Debra,
puisqu'en fait, il ne fait aucun progrès. La situation n'évolue pas. Et ce qui va pousser Debra à vraiment prendre cette décision finale de vraiment tout arrêter, c'est le fait que John continue à être très très mauvais avec sa fille Jacqueline et lui interdit même d'aller lui rendre visite. À ce stade, c'est trop pour Debra qui demande la séparation et se prépare tout doucement puisqu'elle sait que ça va pas être une tâche facile. Du coup, elle commence à retirer de l'argent de son compte en banque pour le mettre en sécurité. Et un jour, John tombe sur 30 000 € cash que Debra avait caché et lui demande « c'est quoi cet argent? Pourquoi est-ce que tu caches de l'argent dans la maison ?» Et Debra lui dit « C'est mon argent, je fais ce que je veux, ça te regarde pas. » Mais à ça, John répond « Tout ce qui t'appartient m'appartient aussi. » Du coup, la tension monte dans la pièce et Debra se sent en danger. Elle décide alors de tout de suite quitter la maison et va se réfugier chez Jacqueline, sa fille, où là elle se sent en sécurité puisque Jacqueline vit dans une résidence où il y a des caméras de surveillance absolument partout, donc elle se dit que John aurait beaucoup de mal à les retrouver. Pendant ce temps-là, Debra fait toutes les démarches nécessaires pour obtenir une ordonnance restrictive pour John, mais comme celui-ci avait quitté l'État, le juge ne l'a pas considéré comme une réelle menace et sa demande a été refusée. Elle comprend que la seule chose qui lui reste à faire, c'est tout simplement ignorer tous ces messages et tous ces appels dans l'espoir qu'ils disparaissent et qu'elle puisse recommencer à vivre sa vie normalement. Mais quelques mois plus tard, quelque chose va se passer qui va complètement venir troubler ce petit peu de calme que Debra avait enfin retrouvé dans sa vie. Puisque le 11 juin 2016, Debra est tranquillement en train d'aller au travail dans sa Jaguar qu'elle gare sur le parking, mais quelques heures plus tard, on vient l'avertir que sa voiture a été volée, sauf qu'il y a des caméras de surveillance qui montrent que c'est bel et bien John qui a volé la voiture. Et la Jaguar a été retrouvée quelques kilomètres plus loin, complètement brûlée. Il avait mis le feu à la voiture. Ceci était le signe que John était de retour en ville et Jacqueline va même l'apercevoir un jour en train d'attendre dans sa voiture à l'extérieur de leur résidence. Et nous arrivons enfin au jour où tout va basculer, le 20 août 2016. Tara, la fille de Debra, est tranquillement en train de finir le travail, elle va sur le parking, rentre dans sa voiture et c'est là qu'elle est agressée avec un couteau par John Meehan qui essaye de l'attaquer et de la faire rentrer dans son véhicule. Mais ce à quel il aurait jamais pu s'attendre, c'est le fait que Tara se débat et se défend et prend même le dessus sur John. Elle lui mord la main tellement fort que John est obligé de reculer et c'est là qu'elle prend le dessus et se met sur lui et les deux commencent à se débattre par terre sur le parking. Tara lui fout un énorme coup de pied qui lui fait échapper son couteau des mains. Et là, gros rush d'adrénaline pour Tara, elle prend le couteau et commence à le poignarder. Elle le poignarde 13 fois. Tara devient complètement folle, c'est son instinct de survie qui est en train de parler et ça, elle n'aurait jamais pu prédire qu'une jeune femme parvienne à se défendre de cette façon. C'était totalement inattendu pour lui et c'est bien pour elle parce qu'elle a vraiment su se défendre. Quand la police arrive sur la scène, John est encore vivant. Après avoir été poignardé 13 fois, il est encore en vie, mais il va succomber à ses blessures à l'hôpital quelques heures plus tard. Par contre, ils vont fouiller sa voiture et ce qu'ils vont retrouver à l'intérieur de sa voiture, c'était des couteaux de cuisine, du scotch, des câbles, un passeport. Et là, la police va comprendre tout de suite qu'il avait clairement prévu de kidnapper Tara et de l'amener en dehors du pays. Alors, est-ce que c'était une prise en otage? Est-ce que c'était un acte de vengeance? Ou est-ce que c'était pour faire du chantage à Debra? On ne le saura jamais, mais tant mieux, c'est mieux comme ça, c'est mieux qu'on n'ait pas eu à le découvrir. Mais Tara, bien évidemment, a été traumatisée par cette expérience. Elle a mis du temps à s'en remettre, mais par la suite, ça l'a inspirée à essayer d'aider d'autres femmes qui souffrent de situations comme celle que sa mère a vécue, donc de abus conjugal ou de violence conjugale. Et maintenant, elle va beaucoup mieux et c'est une jeune femme très inspirante. Debra, pendant longtemps, a souffert pour le sens de culpabilité en fait, puisqu'elle se dit comment j'ai pu ignorer ma propre famille qui m'a avertie et comment ai-je pu mettre ma propre fille dans un tel danger. Donc s'il y a une chose que cette histoire peut nous enseigner, c'est déjà de faire très attention lorsqu'on rencontre des gens sur internet, mais aussi de suivre nos propres instincts et d'écouter les gens qui nous aiment, puisque des fois, ce n'est pas juste du jugement, mais c'est aussi pour nous aider, pour nous protéger. Si cette histoire vous a intéressé, ça tombe bien parce qu'il existe une série qui a été diffusée sur la chaîne américaine Bravo qui s'appelle Dirty John, mais aussi un documentaire Netflix qui s'appelle
Dirty John, et qui retrace les événements de façon encore plus détaillée que j'ai pu le faire dans cette vidéo. Du coup, je vous conseille d'aller les voir si c'est un sujet qui vous a intéressé. Je sais que cette vidéo est beaucoup plus longue que ce que j'ai l'habitude de faire normalement, mais j'avais envie d'essayer ce nouveau format où je retrace vraiment tous les événements et je rentre vraiment dans les détails. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça m'encouragera peut-être à faire des vidéos comme celle-ci par la suite. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt. Ciao!